En Libye, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué vendredi un attentat suicide perpétré la veille dans l'Est. C'était contre des forces de maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays. Un vent d'égalité entre les sexes serait-il en train de souffler sur la Tunisie? Après l'adoption d'une série de mesures, ce pays décide de s'attaquer au tabou de l'héritage. Nous en parlerons dans cette édition. Au Sénégal, Khalifa Sall est condamné à 5 ans de prison ferme, une décision qui sonne le glas de ses ambitions d'affronter le président Macky Sall pour le scrutin prévu en 2019. Plusieurs années après l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014, l'un des principaux acquis de la révolution, les choses bougent. Ce texte avait été loué à l'époque pour les garanties qu'il apporte à l'égalité homme-femme avant que sa mise en application ne s'enlise. Depuis l'été dernier, la dynamique semble relancée. Dans un discours le mois dernier, à l'occasion du jour de la fête de la femme, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, avait en outre relancé le débat sur le délicat sujet de l'héritage en jugeant que la Tunisie se dirigeait inexorablement vers l'égalité dans tous les domaines. Cette égalité successorale s'annonce comme l'une des réformes les plus épineuses pour la Commission des libertés individuelles et de l'égalité créée l'été dernier par le président afin de traduire dans la législation l'égalité inscrite dans la Constitution. Nous avons fait l'état des lieux de toutes les lois liberticides. Et nous sommes allés dans l'esprit de respecter les libertés individuelles qui sont pour la première fois dans la Constitution. Nous avons aussi élaboré un code des libertés individuelles, lequel code, bien sûr, définit les libertés individuelles une à une, mais aussi prévoit les sanctions en cas de violation de ces libertés. Donc c'est un travail quand même assez important. Le code successoral tunisien inspiré du droit islamique prévoit qu'un homme reçoive le double d'une femme de même rang de parenté, une disposition commune à nombre de pays musulmans et souvent peu débattue. Mais les rares sondages laissent entendre qu'une majorité de personnes y est opposée. Pourtant, nombre de familles appliquent déjà cette égalité dans les faits par une donation du vivant des parents. Et preuve que le débat public existe, plus de 1500 personnes ont manifesté début mars à Tunis pour que cesse cette discrimination. Selon des observateurs, il existerait une opportunité avant la présidentielle et les législatives de 2019, étant donné la forte emprise qu'exerce le président Essebsi sur le pouvoir et le consensus forgé entre son parti Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda. 8 personnes ont été tuées et 8 autres blessées, dont des civils, dans cette attaque qui a visé jeudi un barrage de sécurité tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée de la ville d'Ajdabia, à 840 km à l'est de Tripoli. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'EI affirme qu'un kamikaze présenté comme Abu Kadma al-Saeh a fait exploser son véhicule à un barrage des forces de Haftar, tuant ou blessant 19 d'entre elles. Le général Fawzi al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité à Ajdabia, avait indiqué que des civils figuraient parmi les victimes. Ils étaient de passage au moment de l'attaque, a-t-il indiqué, ajoutant que le véhicule conduit par le kamikaze transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de mois dans cette région de Libye. Un premier attentat suicide, aussi revendiqué par l'EI, avait fait 3 blessés le 9 mars à 60 km au sud d'Ajdabia. Malgré la perte de son fief de Sirte dans le nord du pays en décembre 2016, l'EI reste actif, notamment dans le centre et le sud libyen. La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Elle est dirigée par 2 autorités rivales. À Tripoli, le gouvernement d'union nationale GNA, soutenu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle installé dans l'est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne.
5 ans de prison ferme, voilà le verdict énoncé par le juge Malik Lamotte. Khalifa Sall, en détention préventive depuis plus d'1 an, a également été condamné à une amende de 5 millions de francs CFA. Le directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Mbaye Touré, a écopé des mêmes peines de prison et d'amende que Khalifa Sall. Un autre responsable du budget de la ville a été condamné à 5 ans ferme et une secrétaire de Sall écope de 2 ans, dont 6 mois ferme. 2 autres agents municipaux sont condamnés à 1 an ferme. Les 2 percepteurs ont été relaxés. Il ressort qu'en sa qualité d'ordonnateur, Khalifa Sall a apposé sa signature au verso de 110 fausses factures entre 2011 et 2015. Il a également procédé aux certifications de fourniture de produits prétendument achetés par la ville de Dakar et qui se sont révélées fausses, a déclaré Lamotte. Se défendant de tout enrichissement personnel, les prévenus assuraient que les fonds litigieux étaient politiques à l'usage discrétionnaire des élus, une notion rejetée par le tribunal. Les attroupements de partisans du maire de Dakar se sont formés devant le palais de justice de la capitale sous haute tension après l'annonce du jugement et sous surveillance de la police anti-émeute. Les abords du tribunal étaient quadrillés par les forces de l'ordre plusieurs heures avant. Nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision inique. Le combat sera poursuivi devant qui de droit à la cour d'appel. La fin de la lecture de la décision du tribunal correctionnel qui l'a relaxé de plusieurs autres chefs d'accusation, dont ceux de détournement de fonds publics, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, a été interrompue par les protestations des partisans du maire massés dans la salle d'audience, a constaté un journaliste. Cette décision-là n'est pas une surprise pour nous, parce que nous l'avons toujours soutenue. Nous avons dit que c'est des faits qui sont constants. La culpabilité de certains était évidente, notamment celle de Khalifa Ababacar Sall et de Mbaye Touré. Les avocats de l'État, comme ceux de Khalifa Sall, ont désormais 1 mois pour faire appel. Alors qu'on attend toujours la publication de listes des partis et regroupements reconnus pour les élections promises pour décembre 2018, le Conseil national de suivi de l'accord politique de la Saint-Sylvestre, présidé par Joseph Olenga Koy, s'est prononcé sur le dédoublement des partis. Le nom UDPS est attribué à l'aile historique du principal parti d'opposition, à savoir celle du secrétaire général Jean-Marc Kabonde, choisi par Étienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi, le propre fils de l'opposant historique. 3 autres groupes se revendiquaient de l'UDPS, dont l'aile de l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, considéré comme proche de la majorité. Ces 3 groupes sont appelés à créer chacun leur parti. Une bonne nouvelle pour maître Peter Kazadi, conseiller juridique de la présidence de l'UDPS. Je ne peux qu'apprécier cette décision, le droit d'utiliser le nom laissé par Étienne Tshisekedi. L'accord est au-dessus de toutes les institutions, c'est la base de notre système institutionnel, la CENI ne peut qu'exécuter. Mais les lois sont faites ici au Congo pour être violées pour ceux qui s'estiment au-dessus de ces lois, donc je ne pense pas que ce soit la fin de la bataille, nous restons vigilants. Créé en 1982 au plus fort de la dictature de l'ex-président Joseph Désiré Mobutu, l'UDPS a connu de nombreuses divisions dans son histoire. Ce parti s'est opposé à tous les régimes qui se sont succédés en RD Congo. L'aile historique est en congrès ce vendredi et samedi pour désigner son nouveau président. Un congrès attendu depuis 1 an et la mort de l'opposant historique à Bruxelles. Parmi 4 candidats, le fils du fondateur, Félix Tshisekedi, est favori pour succéder à son père. Félix Tshisekedi est un des 2 figures les plus populaires de l'opposition au régime du président Joseph Kabila avec l'opposant en exil, Moïse Katumbi. Merci maître. Venus de tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes, les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont répondu à l'appel de leur leader. Pour Apolline Traoré, secrétaire chargée à la mobilisation des femmes au sein du parti, un seul message, inviter ses camarades à prendre une part active au prochain congrès qui marquera la renaissance du CDP. En fait, c'est juste pour parler de la vie du parti, leur faire comprendre que nous rentrons en congrès les 5-6 mai et qu'il faut une mobilisation. Donner des informations par rapport à ce congrès, parce qu'il n'est pas normal qu'elles apprennent à partir des radios et à partir des ondits. Au-delà de cette mobilisation, c'est une démonstration de force des femmes du CDP qui sont venues, selon leurs responsables, réaffirmer leur volonté de voir retourner au bercail leur leader Blaise Compaoré. En tant que maman, nous ne pouvons pas dire que tel enfant est en faute et que cet enfant-là doit rester définitivement hors de
de la famille, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de tous nos fils. C'est pour ça que nous appelons au retour du président Blaise Compaoré. Mais pas pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Vous-même, vous savez que même si on lui dit de venir prendre le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il voudra vraiment? Donc, mais au moins qu'il soit là, dans son pays natal. À 2 ans des échéances présidentielles, autant le dire, le CDP est déjà en ordre de bataille pour les élections de 2020. Première visite officielle du président Muhammadu Buhari à Lagos depuis le début de son mandat. Elle s'inscrit dans le cadre de la cérémonie de lancement des travaux d'un port en eau profonde estimé à 1,5 milliard de dollars à Lekki, en périphérie de Lagos. Après le lancement des travaux, le président nigérian effectuera une descente sur le chantier Eco-Atlantique, un projet immobilier futuriste surnommé la Dubaï africaine, construite sur l'océan. Cette visite est également une occasion pour Muhammadu Buhari de rappeler ses objectifs pour le Nigeria. Our goal is to bring together every section of the nation and every Nigerian. Notre objectif est de rassembler toutes les sections de la nation et tous les Nigérians de chaque croyance, chaque région et groupe ethnique dans des relations productives, sociales, économiques et politiques mutuellement bénéfiques. Nous cherchons à remplacer la corruption par la correction, l'insécurité par la sécurité et la pauvreté par la prospérité. La route que nous prenons est difficile et dure par endroits. La recherche du progrès et des réformes à ces obstacles. And hard in spots. The search for progress and reform has its rough patches. Cette visite historique de 2 jours de Muhammadu Buhari intervient moins d'1 an avant la prochaine présidentielle de février 2019. L'État de Lagos a décrété la journée de jeudi férié. Il nous a été donné de constater que des arrestations ont eu lieu dans des conditions déshonorantes et irrégulières, notamment en violation du principe de l'inviolabilité du cabinet d'avocats, garanti par l'article 6 alinéa 3 du règlement 05 de l'IMOA. Qu'un organe de la presse a été fermé de manière arbitraire, que des arrestations et poursuites généralisées sont engagées contre les défenseurs des droits de l'homme par anticipation et en grande partie dans les locaux de leur structure. Que tous les défenseurs des droits de l'homme inculpés ont été déposés dans les camps de détention loin de leurs familles et conseils. En conséquence de ce constat, nous rappelons aux autorités publiques que le droit de manifester, d'opiner et la liberté de presse sont des libertés constitutionnelles qui ne sont pas laissées à l'appréciation tendancieuse des gouvernants. Condamne cependant tout recours à la violence dans un état de droit et appelle à la préservation des biens publics et privés en toutes circonstances. En tout état de cause, l'AJAN appelle au respect strict des procédures dans le traitement de dossiers de toutes les personnes inculpées et rappelle aux magistrats leurs responsabilités en pareilles circonstances. L'AJAN rappelle également à tous les acteurs qu'il s'agit là d'un contexte qui met à l'œuvre, comme par essai, l'indépendance de la justice et la défense des libertés pour lesquelles aucun laxisme n'est possible. Déjà, l'AJAN invite ses membres, les organisations professionnelles nationales et internationales, dans la lutte pour la sauvegarde des libertés, seule action pouvant faire gagner à la justice ce qu'elle a perdu du peuple. Car on sait désormais ce qu'engendre la crise entre la justice et les citoyens. Tout semble partir de là. C'est d'ailleurs le lieu de soutenir les syndicats autonomes des magistrats du Niger dans son noble combat pour la révision des statuts de la magistrature. Car la justice bien dite rassure plus que le recours à la force publique. Oui, la justice n'a pas pour mission d'étouffer des libertés, mais de les protéger. Nous y veillerons, car lorsque les défenseurs des libertés sont privés des libertés, l'avocat doit servir de bâton d'aveugle sur le chemin des libertés.